Bonjour à tous, l'Europe au cœur s'intéresse aujourd'hui aux ambitions vertes de l'Europe. Où en est la décarbonation de l'Europe? Cela passe-t-il par l'abandon des énergies fossiles? Que peut faire l'Europe pour verdir le commerce international? Et puis, dans le contexte international changé par la guerre en Ukraine et les relations Chine-États-Unis, où en est-on avec le pacte vert? Alors, pour répondre à ces questions, nous avons la chance et le plaisir de recevoir Geneviève Pons. Bonjour Geneviève Pons. Bonjour Michel et bonjour à tous. Voilà, alors Geneviève Pons, d'ailleurs vous êtes déjà venue dans l'Europe au cœur il y a quelques années, vous êtes une femme engagée pour la relance verte et la protection des océans et vous êtes directrice générale du think tank Jacques Delors Europe. Alors dites-nous d'abord un mot sur le think tank Jacques Delors Europe que vous avez lancé en fait à Bruxelles il y a quelques années. Oui, alors en fait c'est Europe Jacques Delors, dans cet ordre-là, ou EJD qui est notre sigle, et c'est le 3e institut Delors en Europe, après celui de Paris, qui avait été fondé par Jacques Delors en 96 ou 96, sous le nom Notre Europe, et qui s'est ensuite appelé Institut Jacques Delors. Donc après celui de Paris, celui de Berlin, qui est le centre Jacques Delors au sein de la RT School. Voilà, nous avons fondé celui de Bruxelles, qui est très lié aux deux autres. On a des échanges, je suis membre des conseils d'administration des autres, ils sont membres du mien, on travaille ensemble, on se réunit une fois par mois, donc on est très liés, mais on a en même temps des personnalités distinctes, pas seulement des personnalités juridiques distinctes, mais on a des sujets, disons, et des publics un peu différents. Le premier institut Jacques Delors, celui de Paris, est généraliste, avec un point fort particulier sur le social. Celui de Berlin est très économiste, fondé par un grand économiste, Henrik Enderlein. Et quant à celui de Bruxelles, il est marqué par mon histoire. J'étais en charge de l'environnement chez Jacques Delors, j'étais avec lui à Rio, pas seulement pour l'environnement, mais pour le développement durable. Et c'est sous cet angle-là que j'aborde les questions européennes. Alors, je ne suis pas du tout seule à le faire. Nous avons cofondé ça avec non seulement Pascal Lamy, qui a été, comme vous le savez, le directeur de cabinet de Jacques Delors avant d'être commissaire européen et avant de diriger l'OMC, mais aussi avec Étienne Davignon, qui est notre président. Donc nous avons Étienne Davignon comme président, Pascal Lamy et moi-même nous sommes vice-présidents, et nous avons un conseil d'administration prestigieux qui comporte entre autres un ancien président de la Commission européenne qui est Jean-Claude Juncker. Voilà, et plusieurs anciens directeurs généraux de la Commission. Mais je m'arrête là. Vous pouvez trouver, si vous tapez bien Europe Jacques Delors, vous pouvez trouver tout ça en ligne facilement. Voilà. Alors, j'allais dire que vous aviez été membre du cabinet de Jacques Delors, directeur de la Commission européenne, et puis vous avez aussi dirigé le European Policy Office du WWF à Bruxelles, entre autres, parce que vous avez fait un tas de choses dans votre vie. Mais vous êtes aussi engagé sur l'Antarctique, dans la coalition Antarctica 2000. Alors, on va d'abord s'occuper de ce fameux pacte vert. Alors, le pacte vert, c'est un processus qui consiste à s'avancer vers la neutralité climatique à l'horizon 2050, avec un objectif intermédiaire pour le climat qu'on appelle l'objectif prêt pour 55. Alors vous allez nous dire, à gros traits, qu'est-ce que c'est ce pacte vert et ce paquet législatif Fit for 55, prêt pour 55, prêt pour 55% de réduction, qui est la colonne vertébrale du pacte vert. Alors, il faut remonter aux élections de 2019. Moi, j'ai beaucoup participé aux élections de 2019. À l'époque, j'étais avec l'Institut Jacques Delors de Paris. Et ce qui a été remarquable en 2019, c'est la mobilisation des jeunes Européens. Et ces jeunes Européens qui ont voté beaucoup plus qu'auparavant dans les élections européennes, et la hausse de leur taux de participation est de 14%, alors qu'il est de 8% pour le reste de la population européenne.
ils se sont mobilisés pour une Europe différente, pour une Europe plus verte. Et au fur et à mesure de la campagne et du constat que c'était ça qui portait les jeunes électeurs, tous les grands partis européens, le dernier a été le PPE, ont affiché leur ambition d'être neutre en carbone d'ici 2050. Et donc cette neutralité carbone est clairement devenue l'enjeu de ces élections européennes avant même qu'elles soient terminées. Donc lorsque, après moult péripéties, Madame von der Leyen a été choisie par les chefs d'État et de gouvernement, elle est venue devant le Parlement avec un projet qui répondait à cette demande qui avait été faite par les électeurs européens et en particulier les plus jeunes d'entre eux. Elle est arrivée avec ce projet de pacte vert. Et le projet de pacte vert, c'est comment arriver à la neutralité carbone d'ici 2050. C'est ça qu'est le pacte vert. Il faut agir bien entendu sur l'énergie, mais il faut aussi agir sur les transports, sur les bâtiments, sur l'agriculture, etc. Alors, se fixer un objectif d'ici 2050, c'est important, mais ce qui est encore plus important, c'est de connaître le chemin pour y arriver. Et donc, ce qui a suivi le pacte vert assez vite, c'est une des choses d'ailleurs remarquables dans cette histoire, assez vite, c'est le paquet que la plupart des gens appellent Fit for 55. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une étape intermédiaire qui est 2030. Donc, sur le chemin de la neutralité carbone, il y a une étape intermédiaire en 2030 qui est d'avoir réduit nos émissions de dioxyde de carbone de 55%. Tout ça, ce sont des courbes, comme vous l'avez dit, j'ai dirigé le bureau européen du WWF ou VVF pendant quelques années. Tous les gens qui s'occupent de ça savent que pour arriver à la neutralité carbone, il faut une certaine courbe, il faut prendre un certain nombre de mesures avant. Et ces mesures avant, elles sont donc détaillées dans ce paquet Fit for 55. Alors, ce paquet... Et qui aborde les mêmes sujets, hein, les sujets que l'on a déjà évoqués, c'est-à-dire l'énergie, les transports, les bâtiments, et puis l'agriculture. Et aussi, ce qui est intéressant, et on y reviendra bien sûr, le volet extérieur. Alors, bon, en fait, on va commencer par parler du transport. En fait, ces mesures Fit for 55 prévoit des choses pour le transport routier, pour le transport aérien. Quelles sont les mesures concrètes qu'il propose? Celle qui affecte le plus de gens, bien entendu, enfin qui affecte le plus de gens, qui est celle qui intéresse l'immense majorité des Européens, c'est qu'il faudra que les véhicules n'émettent plus d'émissions de carbone en 2035. Donc c'est la fin de la voiture thermique programmée pour 2035. Peut-être, ça peut se discuter, est-ce la fin de la voiture thermique? Est-ce que l'électrique est la seule solution pour ne pas émettre de dioxyde de carbone? La réponse est non. Il y en a probablement d'autres, mais il faudra aller très vite pour développer des solutions qui ne sont pas encore sur le marché, et en particulier à partir d'hydrogène vert. Voilà, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que les véhicules ne devront plus émettre de gaz à effet de serre d'ici 2035. Et il faut voir ça, bien sûr, comme un défi, comme une contrainte, mais il faut voir ça aussi comme un objectif stimulant, en particulier pour l'industrie, pour l'innovation et pour l'industrie. Parce que si nous ne le faisons pas, nul doute que d'autres le feront. Et vous savez que les États-Unis, avec leur paquet IRA, sont en train de... On va peut-être préciser à l'auditeur ce que c'est IRA, donc c'est Inflation Reduction Act. Donc c'est un paquet de subsidiation
à l'industrie verte. Donc on se réjouit de voir l'administration Biden prendre le taureau par les cornes et d'aller vers, je dirais, de combattre le changement climatique, mais en même temps, il y a une subsidiation directe de l'industrie. Oui, absolument. Donc le paquet, donc qui est curieusement nommé Inflation Reduction Act pour des raisons internes aux États-Unis, ce paquet est effectivement un paquet qui va subventionner très fortement les industries vertes, qu'il s'agisse des véhicules électriques, des panneaux solaires, des éoliennes, etc. Mais avec une condition qui est contraire aux règles de l'OMC et gênante, notamment pour les pays européens, c'est une condition de production sur le territoire américain. Et ce qui risque de provoquer, et a, semble-t-il, commencé à provoquer, non pas vraiment une fuite des cerveaux, mais une fuite des industries vertes pour bénéficier de cette manne. Donc, pour éviter ça, il y a deux réactions du côté européen. Première réaction, c'est d'aller voir les interlocuteurs américains et de leur dire ce que vous faites là, ce contenu national, ce contenu territorial, c'est contraire aux règles de l'OMC et c'est extrêmement dommageable pour nous. Et donc, ouvrez vos conditions. Et un contenu européen doit être équivalent à un contenu américain. Donc, grosso modo, je vous simplifie un petit peu le débat, mais ça, c'est le premier type de démarche. Mais le deuxième type de démarche, c'est de s'assurer que ici en Europe, les industries vertes vont trouver le même type de soutien. Alors, il y avait déjà des soutiens dans la ligne du pacte vert et du paquet Fit for 55, il faut s'assurer que c'est bien équivalent. Alors, est-ce que c'est bien équivalent en termes de niveau d'aide? Est-ce que c'est bien équivalent en termes de facilité d'obtention? Ce sont les deux terrains sur lesquels l'Union européenne essaye de progresser, s'assurer que le niveau d'aide est suffisant pour être compétitif vis-à-vis de ce concurrent américain. Et puis, la deuxième chose, la simplicité, ce qui n'est pas vraiment une spécialité européenne. Et donc, essayer de rendre l'obtention de ces subventions plus facile par les industries concernées. Pour les auditeurs français, vous savez que ce qui a été fait, préconisé au niveau européen, est en train de devenir réalité au niveau français. C'est-à-dire que on va, par exemple, permettre de grouper les procédures assez bureaucratiques qui précèdent l'obtention d'une subvention, c'est-à-dire grouper les procédures purement administratives et les procédures environnementales, permettre qu'elles se fassent en même temps et non pas successivement. Voilà le genre de mesures qui sont prises actuellement en Europe pour s'assurer que nos industries vertes qui restent bien chez nous ne sont pas désavantagées par rapport aux industries vertes américaines. Alors, notre invité dans l'Europe au cœur, Michel Marois au micro, c'est Geneviève Ponce. On vient de parler de problèmes de subsidiation concurrentielle américaine. On a parlé du transport. On va parler peut-être directement aussi de l'énergie. Il y a évidemment un problème considérable de quitter les ressources d'énergie fossiles et de recourir aux énergies renouvelables. Qu'est-ce qui est prévu au niveau énergétique en Europe, alors qu'on fait face évidemment à un prix de l'énergie considérablement supérieur parce qu'on l'importe par rapport aux États-Unis et par rapport à la Chine? Donc il faut, pour diminuer nos émissions de dioxyde de carbone de 55% d'ici 2030, il faut que la part des énergies fossiles dans notre mix énergétique diminue considérablement. Et pour obtenir cette diminution, il faut s'attaquer bien sûr au charbon, qui est l'énergie la plus intensive en dioxyde de carbone. Il faut s'attaquer au pétrole et il faut s'attaquer au gaz.
qui est des trois énergies fossiles celui qui émet le moins de dioxyde de carbone. Accélérer une telle transition, ça n'est pas seulement un enjeu industriel, c'est aussi un enjeu social. J'ai assisté à la COP de Katowice il y a quelques années. Je crois me souvenir que c'était en 2018. Quand vous êtes à Katowice, vous êtes dans une région, qui produit du charbon depuis plusieurs générations. Vous sentez le charbon dans l'air, vous le voyez sur les murs, et vous réalisez que c'est une région qui va devoir se transformer totalement. Alors, se transformer totalement, ça veut dire non seulement, bien sûr, cesser de produire du charbon, mais il va falloir que les travailleurs de cet ancien bassin charbonnier aient des activités de remplacement. Donc, c'est ça l'enjeu de la transition énergétique et c'est ça l'enjeu de la transformation de notre économie. Et c'est ça qui va devoir être accéléré. Donc, il faut comprendre que c'est quelque chose qui se joue à l'échelle régionale, qui se joue dans les rapports sociaux et qui est quelque chose qui n'est pas facile, qui est cependant indispensable. Et l'agression russe contre l'Ukraine a montré qu'on pouvait accélérer de façon d'ailleurs étonnante, c'est-à-dire les commentateurs ne pensaient pas qu'on arriverait à accélérer de cette façon la transition énergétique. Alors, s'agissant de l'agression de la Russie contre l'Ukraine, la transition prioritaire a été la transition hors du gaz russe. Et c'est en Allemagne que ça s'est joué notamment. Et c'est là qu'on voit apparaître les difficultés de cette transition, c'est-à-dire que l'Allemagne a été conduite à rouvrir des puits de charbon, ce qui, d'un point de vue environnemental, n'est évidemment pas l'idéal. Oui. Et comme vous savez, l'Allemagne sort du nucléaire et donc, à titre transitoire, a été obligée de faire ça. Donc, je vous donne un exemple des difficultés auxquelles on doit faire face. Néanmoins, ce qui frappe la plupart des commentateurs, c'est que cette crise, cette attaque de la Russie contre l'Ukraine a montré qu'on pouvait accélérer la transition. On n'a pas diminué notre volonté politique de faire cette transition énergétique, en fait, malgré la crise sur l'énergie. Bien au contraire, ça a joué vraiment, ça a été la démonstration qu'on pouvait aller plus vite et peut-être la stimulation qu'il fallait pour aller plus vite. Alors, vous savez quelle est la mesure la plus importante à prendre quand on parle de transition énergétique, de neutralité, etc. C'est la sobriété. La chose la plus importante, c'est juste de consommer moins. Donc, la sobriété, c'est consommer moins, mais c'est aussi tout ce qui est efficacité énergétique. Donc, vous avez la sobriété, vous avez l'efficacité énergétique, puis vous avez les renouvelables. Et ce qui a été frappant en Europe, c'est que la consommation énergétique a diminué. Donc, moi, je n'ai plus les pourcentages en tête, vous pouvez les vérifier, mais je crois que c'est de l'ordre de 10-15%. Donc, on a réussi à diminuer notre consommation d'énergie. Et donc, ça, c'est quand même, et c'est la voie royale, hein, c'est vraiment ça. C'est le coût de l'énergie pour le consommateur qui provoque cette sobriété, en fait. Mais il y a en même temps une prise de conscience. Je pense que bien sûr le coût l'a provoqué. Il y a eu aussi le choc psychologique, la notion de solidarité. Il y a eu beaucoup de choses. Je pense que ça n'est pas qu'une question de prix. Bien entendu, le prix agit. Maintenant, le prix en dehors de situations de crise est un indicateur très délicat à manipuler. Comme la crise des Gilets jaunes en France l'a montré. Hein. C'est quelque chose qui est extrêmement délicat à manipuler. Ça l'est moins lorsqu'on est face à une crise pareille. Cependant, comme vous le savez, les États ont été conduits à subventionner l'utilisation de certains types d'énergie pour au moins certaines populations. Donc pour les populations les plus exposées, pour les gens qui sont de revenus modestes et qui doivent de toute façon prendre leur voiture tous les jours. Donc ça n'a pas du tout été facile,
Mais ce qui est quand même tout à fait remarquable, c'est qu'on a réussi globalement à diminuer notre consommation d'énergie de l'ordre de 10 ou 15%. Donc, c'est faisable. Et ça, c'est la première source. Et il y a une prise de conscience également, vraiment que c'est très important, cet enjeu énergétique, une prise de conscience par la plupart des gens. Bien, alors... Ça a aussi accéléré, si vous voulez, ça a aussi accéléré la prise de conscience qu'il fallait adopter les renouvelables. Je prends l'exemple de la France, qui est mon pays d'origine. En France, c'est très très difficile pour les populations d'accepter, par exemple, l'installation d'éoliennes. Et ça a été plus difficile qu'ailleurs d'accepter l'installation d'éoliennes en mer. Et avec cette crise, il y a eu un déblocage dans ce domaine et donc une possibilité d'accélérer la transition vers les renouvelables, qui est juste après la sobriété et l'efficacité, la façon de sortir des fossiles. Alors, vous parliez d'efficacité énergétique, alors on va prendre l'exemple du bâtiment. Alors effectivement, il y a des plans, on va parler de la situation belge ou même régionale, en région bruxelloise, en Flandre, en Wallonie, il y a des plans pour que les gens mettent, je dirais, l'isolation de leurs bâtiments à niveau, en prenant des bâtiments plus anciens et par série de mesures de les améliorer. Donc il y a un vaste plan au niveau du bâtiment dans l'Union européenne pour accélérer cette efficacité énergétique, si je comprends bien. Ah oui, bien entendu. Et les bâtiments sont une source de consommation d'énergie très très importante. Ça vient après les transports. Donc vous avez en tête la production d'énergie elle-même, ensuite vous avez les transports, ensuite vous avez les bâtiments. Donc ça vient très très vite dans l'ordre des priorités. Et il y a des possibilités d'économie d'énergie dans les bâtiments qui sont très importantes. Mais pour les mobiliser, là, il faut des plans d'aide parce que ce sont souvent les ménages les plus modestes qui n'ont pas pu eux-mêmes mettre l'isolation de leur bâtiment à niveau. Donc là, c'est un peu comme la transition en dehors du charbon, il y a un volet social important à mettre en œuvre. Et ce volet social a fait partie, donc ces aspects ont fait partie du plan européen, du pacte vert, du Fit for 55, et c'est désormais traduit dans des programmes nationaux. Donc c'est en train de se mettre en œuvre et c'est vraiment un progrès important qui est en train d'être fait en Europe. Donc ça, c'est le Fonds social pour le climat dont vous venez de parler, en fait. D'un côté, le Fonds social pour le climat, et de l'autre côté, l'aspect, je dirais, dans le plan Next Generation Europe pour le plan de relance, qui lui aussi est centré à la fois sur les mesures de soutenabilité et l'énergie. Oui, parce qu'il y a un épisode qu'il ne faut pas rater dans cette histoire mouvementée qui est celle de cette législature qui a commencé en 2019, c'est bien entendu la crise sanitaire, le Covid. Et avec cette crise sanitaire et le ralentissement économique qui a suivi, il a fallu un plan de relance. Mais ce plan de relance ne devait en aucune façon contredire les objectifs du Green Deal. Et donc, le plan de relance a combiné l'idée de relance de l'économie et l'idée de transformation de l'économie. Donc, c'est une façon qui a été trouvée d'accélérer, de financer l'accélération de la transformation en particulier de nos industries. Bon, alors si je comprends bien, en fait, ce plan de relance post-Covid, il est cohérent avec l'objectif du pacte vert. Bon, même chose, nous sommes dans un problème géopolitique très important, mais qui a des aspects d'approvisionnement énergétique et de sécurité énergétique. Et tout ça est cohérent. Il y a en fait une commission, parce que je vais un peu reprendre ce que vous avez dit sur les élections européennes, il y a tout de même la personnalité de Mme von der Leyen aussi, qui a quand même orienté très fort le programme de la commission au démarrage, même si elle avait évidemment consulté
elle voulait avoir le vote du Parlement, donc elle avait respecté les programmes des principaux partis politiques européens. Alors, je ne pense pas, moi, que sa personnalité ait influencé le pacte vert. Hein. Je crois en réalité que cet objectif de neutralité carbone était en germe depuis plusieurs années. Hein. Moi j'étais à la COP 21 à Paris en 2015, oui. Et nous savions déjà que si nous voulions limiter la hausse des températures à 2 degrés, voire, puisque c'est ça qui était notre véritable ambition, 1,5 degré, nous devions être neutres en carbone en 2050. Donc cette idée avait déjà quand même percolé depuis des années, et au sein de la Commission européenne, puisque vous savez que la Commission européenne prépare à chaque fois les prochains mandats, au sein de la Commission européenne, ce qui était préparé par les services ressemblait beaucoup à ce qui allait devenir le pacte vert. Donc, Madame von der Leyen a trouvé en arrivant non seulement une assemblée parlementaire qui avait été élue avec un certain mandat, notamment sous l'influence de la jeunesse, mais en plus des services qui avaient tout préparé, avait préparé ce qui allait devenir le pacte vert. Voilà. Eh bien, j'espère qu'on nous écoute à la Commission européenne, parce que vous expliquez très bien le fonctionnement et l'intérêt d'avoir une administration européenne qui pense de façon prospective. Alors, Michel Marois au micro et notre invité, c'est Geneviève Pons. Bon, nous parlons toujours du pacte vert et de sa genèse au niveau de la nouvelle commission qui a maintenant quelques années. On a parlé des bâtiments, on a parlé d'efficacité énergétique. Bon, on va parler peut-être maintenant de l'agriculture, mais également de l'alimentation. Alors, il y a un paquet qui s'appelle de la ferme à la table, from fork to... Enfin, bref. Farm to fork, ou de la ferme à la fourchette. De la ferme à la fourchette, voilà, merci Geneviève. On connaît tout ça en anglais, malheureusement. Nous sommes un peu déformés par la lecture de tous ces textes en anglais. Alors, c'est quoi ce programme et est-ce que ça va changer? Les gens sont soucieux d'avoir une meilleure alimentation. Qu'est-ce que ça peut leur apporter et qu'est-ce qui va se passer, notamment au niveau de la politique agricole commune et de la sécurité alimentaire? Bon, l'agriculture est aussi, bien entendu, émettrice de dioxyde de carbone. Ça dépend, enfin, la façon dont vous le mesurez, mais on peut attribuer entre 10 et 25% des émissions à ce secteur, selon la façon, encore une fois, dont on le mesure, en amont, en aval, bon, etc. Mais c'est quand même un secteur qui doit se transformer. Alors, de quelle façon doit-il se transformer? Déjà, il faut savoir que la santé des sols est très importante pour l'absorption de dioxyde de carbone. Et pour avoir des sols en bonne santé, il faut que ces sols n'absorbent pas trop de produits chimiques ou trop longtemps. Donc, ça signifie des législations concernant les engrais, concernant les pesticides, qui sont, comme vous savez, des législations essentielles, mais controversées et pas toujours comprises ou admises par des agriculteurs qui pensent que tant qu'ils n'ont pas de bonnes alternatives, eh ben, ils peuvent pas s'en passer. Donc ça, c'est pour vous expliquer la logique. Pourquoi passe-t-on? Pourquoi pour lutter contre le changement climatique, on doit se passer de beaucoup d'intrants chimiques? C'est pour cette raison, c'est pour préserver la santé des sols. Pourquoi c'est difficile? Parce que les agriculteurs qui pensent qu'ils n'ont pas d'alternative et qui parfois d'ailleurs n'en ont pas, ne sont pas toujours prêts à le faire. Et tout va être une question bien sûr de dialogue, et c'est un dialogue qui n'est pas toujours facile, mais aussi de rythme et probablement d'aide.
Donc, je pense que les deux ressorts de cette transformation sont l'innovation. Donc, il va falloir des innovations, pas seulement en termes de produits pour remplacer les intrants dommageables pour les sols, mais aussi des innovations en termes de méthode. Et puis enfin, il faut de l'argent. Il faut de l'argent parce que les agriculteurs sont souvent très endettés et ne peuvent pas se permettre de financer eux-mêmes la perte de rendement qui va avoir lieu pendant 2 ou 3 ans s'ils abandonnent leurs intrants habituels pour se diriger vers une agriculture, disons, biologique. Donc, ils ont besoin d'une aide financière pour assurer cette transition. Voilà, donc en fait, si vous voulez, c'est une transition qui est à gérer par un dialogue amélioré, par un accent sur l'innovation, et pas seulement en termes de produits, également en termes de méthode, et par un financement ciblé, adapté, qui favorise la transition. Donc, si je comprends bien, les subventions agricoles européennes, elles vont être conditionnées par l'emploi de nouvelles méthodes plus vertes. C'est un peu ça. Il faudrait assez globalement les réorienter. Une des choses assez frappantes quand on regarde ce domaine des subventions agricoles, donc c'est un poste très important du budget, ça reste le poste le plus important du budget. On est passé au-dessous de 40%, mais c'est toujours le poste le plus important du budget européen. Mais dans ces subventions, 80% vont à 20%. Donc 80% des subventions vont à 20% des agriculteurs. Et il y a encore une part trop importante qui est calculée en fonction de l'importance des exploitations. Il faudrait que de plus en plus on arrive à un ciblage des subventions. En fonction des revenus. En fonction non seulement des revenus, mais aussi de la transition, c'est-à-dire pour encourager la transition. Mais comme je vous disais, c'est vraiment un domaine où le dialogue n'est pas facile et où les évolutions sont souvent douloureuses et décevantes, réforme après réforme. Alors j'espère que ça va mieux se passer lors de la prochaine réforme. Voilà. En fait, ce pacte vert, c'est un énorme changement qui est demandé à l'ensemble de la société et ce n'est pas toujours facile. Nous avons bien compris votre message, tout ça dépend un petit peu du secteur. Alors, on va parler maintenant d'un mécanisme très technique. Hein. Donc, l'Europe n'est pas un continent isolé. Nous importons un tas de biens et de services. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour, je dirais, ajuster les efforts que l'Union européenne va faire par rapport à d'autres pays, je ne sais pas, comme l'Inde, l'Indonésie ou l'Arizona, où les législations sont beaucoup moins contraignantes. C'est ce fameux mécanisme de taxe carbone à la frontière. Donc on a un marché du carbone européen qui donne des quotas que et les industriels doivent payer, etc. Enfin bref, tous les secteurs sont plus ou moins maintenant assujettis à ce marché du carbone, mais ce n'est pas le cas dans d'autres régions du monde. Alors, c'est quoi ce mécanisme de taxe carbone? Et on parlait de fuite de carbone, c'est fait pour éviter quoi? Alors, on a parlé du pacte vert, du Fit for 55, pour arriver donc à la décarbonisation de l'économie d'ici 2050, pour arriver à réduire nos émissions de 55% d'ici 2030, il faut que les industries qui produisent beaucoup de dioxyde de carbone, donc les industries intensives en énergie et en dioxyde de carbone, en émettent moins. Et pour qu'elles en émettent moins, il faut leur donner ce fameux signal prix dont vous parliez tout à l'heure. Donc, il faut renchérir l'utilisation de l'énergie et donner un prix à leurs émissions de carbone. Le système juridique est en place depuis longtemps en Europe, mais est
peu incitatif jusqu'à présent. Pourquoi? Parce que ces industries fortement émettrices de dioxyde de carbone ont bénéficié depuis des années de quotas gratuits. Alors, je vais rentrer un tout petit peu plus dans les détails. Il y a une industrie qui est la production d'énergie qui n'a pas bénéficié de quotas gratuits. Elle a diminué de façon importante ses émissions de dioxyde de carbone. Il y a des industries qui ont bénéficié des allocations gratuites, comme le ciment, l'acier et l'aluminium, et qui n'ont pas diminué leurs émissions de dioxyde de carbone en dépit de l'existence de technologies qui leur auraient permis de le faire. Et donc, il faut arrêter ces subventions, parce que ce sont des subventions, ça a été analysé de cette façon par la Cour des comptes européenne, cette subvention à des industries fortement polluantes, dans leur propre intérêt et bien entendu dans le nôtre. Mais si on arrête de leur donner des quotas gratuits, si elles doivent désormais payer pour leurs émissions de dioxyde de carbone, le risque est qu'elles aillent tout simplement produire ailleurs. Et donc, on n'aura pas atteint notre but qui est de lutter contre le changement climatique et les émissions de dioxyde de carbone au niveau global. Donc, on manque la cible. Le seul moyen de ne pas manquer la cible, c'est de faire en sorte que les produits importés correspondants payent la même chose. C'est ça la taxe carbone aux frontières. Donc, si vous cessez les allocations gratuites, vous commencez à appliquer un prix à la frontière. Et il faudra que ce soit vraiment le principe des vases communicants. On ne pourra faire à l'extérieur que ce que nous faisons à l'intérieur. C'est-à-dire, tant que nos industries ne paieront rien, eh bien, les industries extérieures ne paieront rien. Mais lorsque nos industries commenceront à payer, eh bien, celles qui produisent la même chose à l'extérieur commenceront à payer. C'est ça la taxe carbone. Voilà, et il faut préciser à l'auditeur que Jacques Delors Europe était en partie, je dirais, à l'initiative. Ce sont des idées que vous avez complètement travaillées et proposées dans toutes sortes de forats internationaux. Vous avez convaincu un tas de gens d'adopter cette taxe carbone aux frontières. Eh bien voilà, ça a été vraiment le fruit de notre rencontre, je dirais. Enfin, je connais Pascal Lamy depuis très longtemps, depuis 89, mais lorsqu'on a décidé ensemble, et avec d'autres comme Étienne Davignon, quand on a décidé de créer Europe Jacques Delors, on a très vite décidé de travailler ensemble sur le verdissement du commerce international. Pourquoi? Parce que Pascal Lamy avait des compétences très grandes et même exceptionnelles dans ce domaine du commerce international et un réseau dans ce domaine. Quant à moi, j'avais des compétences et un réseau dans le domaine, disons, du verdissement. Et donc, on s'est mis ensemble. Et Pascal Lamy, qui dans des fonctions précédentes avait été très réservé sur la taxe carbone, dans un contexte tout à fait différent, qui est celui où on veut être neutre en carbone d'ici 2050 et on doit imposer un véritable prix aux émetteurs de dioxyde de carbone en Europe, ça n'était tenable que en envisageant une taxe carbone. Donc, on a commencé à travailler sur cette taxe carbone, dont le vrai nom est le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui reflète effectivement sa nature. Je parlais de vases communicants. Bon, donc, enfin, on a commencé à travailler là-dessus et on a effectivement sorti une véritable maquette de ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières ou taxe carbone, un an avant que la Commission sorte sa proposition. Et puis c'est vrai que nous avons gardé de très bonnes relations en général avec la Commission, et donc on a pu vraiment travailler avec eux et vraisemblablement, si j'en crois le résultat, les influencer dans la conception de leur proposition de taxe carbone. Et vous retrouvez des traces importantes de nos premiers travaux dans ce qui a finalement été adopté par le Parlement et le Conseil à la session plénière du mois d'avril. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Vous avez pu vous rendre compte, chers auditeurs, que tout ça n'était pas simple, que c'est un changement de long terme et qu'on a besoin aussi
de ces gens qui pensent de façon prospective à des enjeux qui sont parfois très difficiles à mettre en œuvre, qui sont très difficiles à concevoir et surtout qui sont très difficiles à faire adopter. C'est tout l'enjeu d'avoir des partenaires autour de la table comme les think tanks, comme les grandes ONG. On parlait du WWF. On salue d'ailleurs Cédric Dubonceau qui a été aussi un de nos invités et qui a aussi été un des directeurs du WWF mais en France. Nous vous remercions beaucoup, Geneviève Ponce, d'avoir su simplifier, expliquer le problème sur cet enjeu du Pacte Vert. Et merci de nous avoir suivis. À bientôt pour d'autres émissions sur l'Europe au cœur. Merci Michel, merci à tous. Au revoir.